Les descriptions. Combien d'auteurs ai-je entendu dire moi je déteste les descriptions? Ou les lecteurs. Ah, les descriptions, ça me fatigue, je déteste ça. Et j'avoue que pendant très longtemps, j'ai pensé aussi que j'avais horreur des descriptions. Pourquoi j'avais horreur des descriptions? Parce que pour moi, quand j'entends ce mot, ça me replace dans les lectures que j'avais au lycée, et donc avec des auteurs souvent classiques qui font des descriptions, parfois non pas d'un paragraphe ou deux, mais d'une page, deux, trois, cinq, et qui vont décrire en long, en large et en travers tous les éléments d'une pièce. Ça va être la table, ce qu'il y a dessus, les chaises, les tapisseries qu'il y a, pourquoi est-ce que cette tapisserie-là, la cheminée, la fenêtre, avec combien de carreaux, s'il y a un carreau qui est cassé ou un petit peu, quand est-ce qu'il a été cassé, blablabla. Bla, 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 bla. Alors il faut recontextualiser pourquoi est-ce qu'il y avait ces descriptions à l'époque. Alors d'une part, vous savez certainement qu'il y avait cette notion d'écriture qui était rémunérée à la page, au feuillet. Donc les auteurs du 19e publiaient dans des revues, des feuilletons, donc c'était publié toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais pas, et ils étaient payés à la page. Donc plus ils faisaient de pages, plus ils étaient payés, ce qui faisait que une description de 50 pages, ça vous fait un peu plus d'argent. Donc il y avait cette notion-là d'un côté. Et je pense une autre, c'est aussi qu'on était dans une époque où notamment la vidéo n'existait pas, la photo très peu, et pour transmettre des informations visuelles, c'était efficace de pouvoir les décrire. Donc oui, il y avait la peinture, mais si je veux décrire ce qu'il se passe dans un récit, il n'y avait que la description. La description, c'est le seul moyen de transmettre un environnement. Tandis qu'aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup, beaucoup d'images, et une image fait un long discours, vous le savez très bien. Et donc, ce qui fait que quand je décris une forêt, tout le monde a vu 36 façons de forêt en vidéo où il y a été, et le déplacement n'était pas non plus très facile à l'époque. Donc voilà, je pense qu'il y a ces deux notions qui font que les descriptions de cette époque-là étaient longues et souvent fastidieuses, que ce soit à l'écriture ou à la lecture. Ce n'est pas cela que j'appelle une description aujourd'hui. La description vous permet d'immerger le lecteur dans l'environnement. Ça vous permet de donner des détails, mais si ça vous rappelle peut-être le chaud de dentelle, ce n'est pas forcément un hasard, parce que c'est très lié. Ça vous permet de donner des détails et de retransmettre votre monde au lecteur. Souvent aussi, le souci qu'on a avec les descriptions, ce sont des descriptions où on a le personnage qui rentre, je ne sais pas, dans une pièce qu'on va décrire, et puis hop, c'est comme si on avait un freeze, on avait un ralenti, et la caméra passe, décrit les choses, et puis après on retourne à l'action. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait une description. La description doit s'intégrer dans, dans l'action. C'est clair qu'il n'y a pas l'action d'un côté, la description de l'autre. Non, la description donne des éléments pour qu'on comprenne bien l'action, pour qu'on comprenne bien l'environnement. Ce n'est pas juste un exercice intellectuel de bon, là, il faut que je l'écrive, hop, je m'y mets, et après, c'est fini, on peut repasser à l'histoire. C'est pas ça. La description permet de retransmettre au lecteur ce que vous visualisez, euh, ce que vous voyez, ce que vous imaginez. Donc, c'est important de les faire et de les faire de manière immersive. Encore une fois, on n'est pas sur une différence entre l'action et la description. Donc, je vais vous lire deux passages de textes différents où il y a des descriptions qui, je trouve, sont bien amenées et ne sont pas fastidieuses ni compliquées, ne sont pas trop longues, mais fonctionnent. Donc d'abord, il y en a une dans Vers de lierre de Louise Le Bars. Louise Le Bars, qui est un génie des descriptions, qui arrive avec quelques mots à nous faire entrer dans l'univers, mais aussi d'apporter quelque chose. C'est-à-dire que la description n'est pas censée être froide, encore une fois, j'en reviens toujours à ces notions de froid et de chaud, mais elle est censée nous donner du contenu, de la substance et pourquoi pas de porter de l'émotion aussi. Parce que, et pourquoi pas, et c'est même très important, c'est de transmettre de l'émotion, de transmettre une ambiance, de transmettre quelque chose. Il ne s'agit pas de décrire une pièce de manière, oui, froide, comme une visite si on était avec une agence immobilière. Non, on ne visite pas
un appartement nu quand on visite une description. C'est pas ça. On n'est pas avec, oui, cette agence qui vous dit, bah là, là voilà, c'est bien isolé. Non, on est dans un environnement où il y a toute la vie des personnes qui sont là. Et c'est comme quand vous allez chez quelqu'un, vous voyez sa bibliothèque, vous voyez les livres qu'il a, ça vous donne des informations sur cette personne, ça vous donne une ambiance que l'appartement nu ne transmet pas, parce que c'était un autre locataire, un autre propriétaire, ce ne serait pas la même ambiance dans cet appartement, le même. Et donc voilà, vous, les descriptions, c'est ça aussi, c'est transmettre avec un filtre supplémentaire. Le filtre, bah, le locataire, le propriétaire, c'est le personnage. Alors pas forcément du propriétaire du lieu, mais là je prends un exemple, mais c'est avec le personnage qu'on visite les endroits et qu'on les découvre. Et ce n'est pas avec quelqu'un de froid qui est là pour vous dire ça de manière technique. Non, c'est quelqu'un qui porte avec lui ses émotions. Donc voilà, je vais lire un passage pour vous éclairer là-dessus. Arrivé aux grilles, je constatai qu'elles n'étaient pas fermées, cette fois. Je me glissai entre elles et pénétrai dans la demeure interdite. Le sentier se perdait sous les frondaisons. Il y régnait une telle solennité que j'eus le sentiment de me trouver dans une église. Dans ce tunnel aux voûtes vert d'eau, je tentais de retrouver un calme et un naturel que j'avais laissé sur le pas de la porte du magasin de M. Séverin. Puis je quittai le couvert protecteur des arbres et parvins au jardin proprement dit, sous un ciel bleu éclatant. La scène qui m'attendait fut déterminante. Le jardin resplendissait de mille couleurs. Les fleurs épanouies dans leurs corolles bariolées se balançaient dans une douce brise printanière, comme un défilé de danseuses languissantes prêtes à accueillir le passant dans leur ballet. Ce jardin était aussi merveilleux de jour qu'il était étrange la nuit, et Shakespeare lui-même ne l'aurait pas renié comme décor de son songe d'une nuit d'été. Les arbres étaient comme semés çà et là, gardiens vigilants de ce temple éclos, aussi foisonnant que les fleurs. J'étais si enchanté par les parfums suaves qu'il dégageait et par le spectacle qu'il offrait que j'ai presque oublié ma mission incognito et le fait que je n'avais aucun droit de me trouver là. Donc voilà, c'était pas une description très longue, mais vous avez simplement une description d'un jardin et on aurait pu, mais pas dû, le faire d'une manière très scientifique en décrivant ce qu'il y a, ce qu'on voit, etc. Mais là c'est l'inverse, on entre avec le personnage dans le lieu et on a son émerveillement. Louise utilise beaucoup de métaphores, de comparaisons, donc de figures de style. On va revenir de ça sur ce sujet un peu plus tard parce que ça permet aussi de teinter, de nuancer, de donner, enfin d'immerger et d'évoquer des images. Parce que finalement, la prose et la poésie ne sont pas toujours si éloignées que cela. Donc voilà, on ne peut pas dire que ce soit une description qui soit ennuyeuse ou fastidieuse. On entre et il y a vraiment tout cet environnement, ce soin des mots qui fait qu'on se sent bien dans ce lieu et on a envie de le découvrir. Et quand Louise écrit des descriptions, j'aimerais presque qu'elles durent plus longtemps parce que c'est toujours des lieux qui sont magnifiques, peut-être sombres parfois, et qui ont une énergie, quelque chose, et elle arrive comme ça à transmettre beaucoup d'émotions dans ces descriptions, dans des passages où il ne se passe pas forcément grand-chose en termes d'action, même s'il se passe quelque chose. Là, on entre avec le personnage. C'est pas le personnage entre et puis après on regarde à droite à gauche. Non, c'est on sent le mouvement. Donc voilà, le côté chaud dont je parlais, le mouvement et l'immersion. Je vais prendre un autre exemple dans Izuka la mageresse, le tome 2, donc cette fois qui est de moi, et où je prends aussi beaucoup de plaisir à décrire parce que ça se passe en Écosse, un pays que j'aime beaucoup, et j'aime décrire ce pays pour immerger le lecteur. Chipionnet et ses compagnes d'aventure arrivèrent après une seconde journée de voyage sur les terres du clan Calloway. Entourés de montagnes pratiquement dénuées de végétation, ils distinguèrent assez rapidement le château du clan, qui se trouvait sur une presqu'île, cerclée de part et d'autre par les eaux claires du Loch, aux proportions gigantesques. Les bâtiments massifs et serrés se reflétaient dans l'étendue bleue, comme si un monde parallèle, déformé et onirique, se trouvait sous l'édifice. Un pont de vieilles pierres permettait de passer de la terre à l'îlot. Il était continué par un chemin court bordé d'un ancien muret. Mais, pour se rendre jusque-là, il leur fallait passer par un petit bourg aux ruelles étroites et serpentines, aux maisons basses et épaisses, aux pierres anciennes et chargées d'histoire. Les villageois de Delstag
peu nombreux, regardèrent passer la châtelaine et les invités avec méfiance, dans un silence pesant. Les rares enfants s'étaient tus. Des chiens faméliques grognaient dans une allée adjacente, dans l'indifférence la plus totale. La rue qui traversait l'unique place du village était sale et encombrée. Donc voilà, là aussi vous avez une description. Et comme Louise, j'utilise aussi des métaphores, je fais des comparaisons et je joue sur les champs lexicaux, sur les rythmes, sur la musicalité. On va revenir sur ces notions plus tard, mais c'est important de rythmer les descriptions, de ne pas rentrer dans la monotonie. La monotonie, c'est ça qui rend les descriptions fastidieuses. Quelque part, je pense que pour écrire une bonne description, il faut y prendre du plaisir. Il faut avoir envie de retransmettre un univers. Il ne faut pas le faire d'une manière froide et médicale, il faut le faire d'une manière chaude et chaleureuse. Il faut montrer au lecteur, à son ami, lui faire visiter une partie qu'on adore. C'est comme si vous preniez un ami par la main et que vous lui faisiez découvrir votre ville, un endroit que vous aimez bien, un endroit qui vous est cher ou qui vous fait peur, ou peu importe, mais que vous le preniez avec vous, que vous lui déscriviez tout cela, que vous l'immergez dans ce passage et que vous lui fassiez ressentir les choses qui sont importantes pour vous. C'est ça une bonne description, c'est quelque chose qui fait ressentir, qui ne se contente pas d'informer le lecteur de ce qui se trouve là, mais lui fait vivre et le fait se sentir avec vous dans les lieux, auprès des personnages que vous décrivez. Et c'est, je pense, important et pas si facile que ça. Au contraire, une fois qu'on commence à découvrir cette approche, on y prend juste du plaisir.